Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Realize Note, donc la numéro 4 du mois d'avril 2022. Et oui, déjà, on est en plein printemps. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe. Christophe, un grand merci à toi d'être là avec nous cet après-midi. Eh bien, écoute, merci à toi de l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour qu'on te recadre un petit peu et ton activité aussi? Oui, alors moi je suis freelance et entrepreneur, enfin beaucoup plus entrepreneur maintenant que freelance. Je suis aussi GitLab Heroes, ça veut dire que je promeus GitLab justement auprès du grand public. Je suis aussi le créateur de Frogit, qui est une usine logicielle made in France, qui est basée en partie sur GitLab justement. Et accessoirement, j'ai une chaîne YouTube, un podcast, et puis j'anime une communauté autour du DevOps. D'accord. Alors, comme tu nous parlais un petit peu de Git et de GitLab durant nos échanges qu'on a eu avant cette émission, donc toi, tu es plutôt GitLab. Bon, moi, c'est vrai que je suis plutôt Git ou GitHub. Chacun sa religion à ce niveau-là, même si à la base, je présume que les deux outils font un peu la même chose. Ouais, les deux outils font un peu la même chose. Moi, j'étais sur GitHub aussi. Après, j'ai fait un move très fort sur GitLab au moment du rachat de GitHub par Microsoft. Déjà que j'étais un peu gêné par le fait que moi, je suis très logiciel libre et mouvement open source et mouvement du libre. J'étais un peu gêné de mettre mon code sur une plateforme qui était propriétaire. Quand Microsoft l'a racheté, étant donné que je suis pas d'accord avec la philosophie de Microsoft, j'ai décidé de partir. Enfin, j'ai décidé d'aller mettre mes sources principales sur GitLab et puis de mettre mes miroirs sur GitHub. D'accord. Alors, tu nous parlais effectivement que la plateforme va introduire ou introduit déjà un certain nombre de choses. Alors, on parlera à la fin là, de GitLab 15 qui va arriver dans quelques mois maintenant. Et tu pressens déjà qu'il s'agira d'une très grosse version. Tu nous parlais effectivement en préparation de deux, trois choses vraiment importantes et qui vont avoir effectivement un impact. Alors, le premier changement qui n'a pas un impact profond, c'est le rebranding, en tout cas un changement de charte graphique. Bon, ça n'a pas un impact forcément très très important au niveau des users. Par contre, le fait qu'il y ait des modifications dans un certain nombre de comptes, ça par contre, l'impact sera un petit peu plus important. Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire pourquoi effectivement on a ce rebranding et qu'est-ce que tu en penses toi? Alors, on a ce rebrand. Je pense que GitLab est en train de préparer un truc parce que, comme tu disais, la version 15, elle sort dans 2 mois. Là, le rebranding, il sort juste après. Il faut savoir, GitLab, il sort une version tous les mois. Tous les 22 du mois, il y a une version qui sort. C'est réglé comme une horloge depuis des années. Et là, il y a un rebranding et il parlait beaucoup de l'aspect DevOps et de l'aspect plateforme unique. Mais là, le rebranding, ils vont encore plus loin parce que leur logo, ils l'ont encore repensé en mettant l'infini du DevOps dans leur logo. C'est-à-dire que leur Tanuki, qui est le petit renard, il a été vraiment relooké à la base de l'infini du DevOps. Et en fait, je pense qu'il prépare un truc assez gros et c'est, à mon avis, la suite puisque GitLab a été introduit en bourse l'année dernière ou cette année, je ne sais plus exactement, il y a très récemment. Et je pense qu'en fait, il prépare quelque chose sur le long terme comme ça. Et là, le rebranding, pour moi, c'est vraiment, ils se focalisent et ils font un vrai focus sur la plateforme DevOps. Et d'ailleurs, c'est leur tagline, ils l'ont changé. Et ils disent The One DevOps Platform, en français, l'unique plateforme DevOps, pour vraiment, à mon avis, se différencier, comme tu disais, de GitHub. GitHub, c'est un réseau social pour développeurs. GitLab, c'est la plateforme DevOps par excellence. Enfin, c'est comme ça qu'ils la présentent. Après, c'est vrai que en fait, un des soucis qu'ils ont, c'est que aujourd'hui, quand on regarde que ce soit GitLab ou GitHub, ce sont des plateformes qui grossissent énormément. Il y a énormément de fonctions. Si on prend effectivement GitHub, tu as les GitHub Action, tu as tout ce qui est copilote, donc ça c'est la génération de code. Alors oui, effectivement, c'est aussi une sorte de réseau social au bout du compte parce que effectivement, on l'utilise quand même beaucoup. Alors que GitLab, effectivement, on a l'impression qu'il
ils évitent de faire trop de choses pour se recentrer sur vraiment on va dire un core functions, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce que c'est ton sentiment aussi à toi ou je me trompe totalement? J'ai l'impression que GitHub, outre l'aspect hébergement de code, etc., est plus centré sur les développeurs. Parce que quand tu vas sur leur page d'accueil, c'est là où le monde développe les logiciels, donc clairement, c'est le développeur. Alors que j'ai l'impression que GitLab, c'est le cycle de vie de l'application qui les intéresse plus, parce que là où justement ils ont une vraie plus-value par rapport à GitHub, c'est tout ce qui est delivery. Donc historiquement, il y a l'intégration continue. Bon, maintenant il y a les GitHub Action, mais toute la partie registre, release, etc., elle est très poussée chez GitLab et ils mettent en tout cas, j'ai remarqué depuis quelques mois, ils mettent un focus très fort sur la sécurité, notamment dans les versions payantes. Tu as accès à des fonctionnalités liées à la sécurité qui sont très fortes. D'accord. Alors, effectivement, et ça c'est un point important, on oublie souvent de dire que ces plateformes, et là tu viens de le redire dans le cas de GitLab, alors tu as effectivement des formules, des plans gratuits, mais c'est surtout des plans payants qui prennent à la vraie mesure. Et là-dessus, tu peux nous en dire plus sur le changement effectivement qui se prépare. Voilà, parce que tu nous disais un petit peu effectivement en préparation, pardon, que l'on va avoir des restrictions sur les comptes gratuits a priori. Oui, c'est ça. Alors en fait, en mars, j'ai vu l'annonce. Donc le 24 mars, ça fait un mois tout juste. Ils vont en fait réduire le nombre de comptes gratuits. Ils vont limiter à 5 utilisateurs par espace de nom. Alors un espace de nom, c'est une organisation ou un groupe. Grosso modo, vous avez un groupe sur GitLab et vous pourrez avoir que 5 utilisateurs dans le compte gratuit. Ça veut dire qu'on pourra toujours avoir un compte gratuit chez eux, mais par contre, dès qu'on va travailler en coopération dans un espace de nom, ce qui arrive beaucoup, eh ben, on sera limité à 5 utilisateurs et après, il va falloir prendre les comptes payants. Alors, ce qui est bien, c'est que quand GitLab fait des annonces comme ça, ils essayent de se baser sur les statistiques et ils nous annoncent qu'en fait, c'est un changement qui va impacter que 2% des utilisateurs de l'offre gratuite et 0,3% des espaces de nom, donc des groupes. Donc, c'est une petite... c'est un petit changement pour eux. Ça peut être un gros changement pour ces équipes-là, hein, mais moi, en fait, c'est important pour moi parce que ça démontre quelque chose. Et pour aller plus loin, il y a un truc, moi, qui me gêne un peu dans le business Internet aujourd'hui, c'est le business du tout gratuit, c'est ce que j'appelle ça. Le business du tout gratuit où tu as tout gratuitement. Et pour moi, il y a un côté, justement, où on va revenir aux fondamentaux et un service, ça se paye. Et on va éviter, justement, d'avoir des services qui sont gratuits, de les collectionner, de gaspiller ou pas. On va revenir à une utilisation peut-être plus restreinte des choses. Et moi, je pense que écologiquement et de manière business, c'est intéressant. Alors, ça, c'est pas un débat qui est totalement nouveau parce que ça fait longtemps qu'on oppose effectivement le tout gratuit. Parfois, on fait croire que le tout gratuit, c'est la solution à tout, mais que c'est normal presque de le faire. Mais comme tu dis, le problème, c'est que derrière, à un moment donné, il y a des personnes à payer, il y a des structures à payer, il y a les infrastructures aussi à payer. Et j'imagine que les infras que l'on a derrière un GitLab, c'est pas 2 serveurs qui se battent en duel. C'est des milliers de serveurs, ça c'est de la redondance. Donc effectivement, à un moment donné, ça se paye quoi tout ça. Bah ouais, puis il y a des services géolocalisés aussi. Enfin, ils font un travail énorme aussi sur le business de l'open source et du libre, qu'on a tendance à oublier. Mais GitLab, c'est pas juste GitLab, c'est aussi tout un tas de projets à côté. Et ouais, ça a des vrais impacts. Et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Moi, on me le dit aussi. On me pose la question, est-ce qu'il y aura des comptes gratuits sur ta solution ?
Et ben en fait, c'est dur. Tu démarres comme ça, et puis tu finances comment les comptes gratuits? Tu finances comment les serveurs? Parce que si tu as 500 personnes sur, mettons, 1000 clients qui sont des comptes gratuits, en fait, tu es obligé d'avoir la moitié de ton infrastructure pour des comptes gratuits. Écologiquement parlant, moi, c'est quelque chose qui m'anime. Je ne trouve pas ça super sain. C'est pour ça que je rapproche ça du gaspillage, en fait. Et du coup, je préfère payer pour quelque chose et moins l'utiliser que d'avoir accès à des ressources gratuites à l'infini, quoi. Est-ce que tu penses que, effectivement, il y a quelques temps, enfin, il y a quelques années, on parlait beaucoup de freemium. Est-ce que c'est un modèle qui va vraiment s'imposer? Ou en tout cas un modèle qui s'y rapproche, on va dire. Bah, écoute, c'est hyper dur comme concept, parce que quand tu vas chez ton boulanger, en règle générale, il ne te donne pas un michon avant que tu achètes ta baguette. Et en fait, le modèle du freemium, on l'utilise surtout pour ce qui est décentralisé, ce qui est dématérialisé, parce qu'on estime que le coût marginal de duplication, il est très faible. Mais en fait, c'est oublier qu'il y a tout un travail derrière. Moi, j'ai été éditeur de jeux de rôle, on faisait des PDF, et les PDF, des fois, on ne pouvait pas les donner gratuitement, même si c'était compliqué, parce qu'en fait, c'est un acheteur qui ne vient pas acheter ton produit. C'est comme ça que tu le penses. Je pense qu'on va dans l'avenir sortir du freemium. On va avoir quand même des échantillons, hein, parce que c'est ça, c'est l'échantillon. On va avoir des échantillons. C'est ça. Mais le truc tu as tout le logiciel gratuitement, et puis si tu veux un petit peu plus, tu vas payer. Moi, j'y crois pas. Autant je crois profondément au logiciel libre, là, on parle de rendre gratuit un service d'hébergement quand même. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que tu profites du code GitLab gratuitement, ok, mais tu profites du service gitlab.com gratuitement, c'est encore autre chose. D'accord. Alors, tu nous parlais effectivement au début de GitLab 15, donc qui s'annonce effectivement comme une version un petit peu majeure. Est-ce qu'on a des détails que l'on peut parler sans dévoiler trop de secrets ou de NDA et qui peuvent intéresser celles et ceux qui nous écoutent? J'ai cherché, la seule manière que j'aurais pu d'avoir ce genre d'infos, c'est d'aller regarder tout le code qui a été développé pour GitLab 15, parce que c'est public. Mais honnêtement, ça m'aurait pris un travail de fou furieux. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des, comme chaque version majeure, il y a des choses qui vont casser. C'est-à-dire que pour les gens comme moi qui hébergent des GitLab, GitLab 15, c'est une évolution majeure. Chaque année, c'est un événement. Et en plus, j'ai vu que sur leur site, cette année, je ne l'avais pas vu les années précédentes, il y a un compte à rebours, justement, et il y a une page dédiée à GitLab 15. C'est pour ça que je pense que le rebranding, l'intronisation en bourse et la sortie de GitLab 15 sont sur le même chemin et qui nous préparent quelque chose. Je ne saurais pas quoi, mais je pense qu'il y a un truc. Donc c'est à suivre, quoi, en fait. On tease un petit peu en disant qu'il faudra suivre un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, parce que je présume qu'ils vont nous annoncer un certain nombre de choses quand même un petit peu en avance, surtout s'il y a des casses de compatibilité quand même, parce que ça c'est toujours un enjeu effectivement important. Alors tu nous disais au début, lors de d'après, que tu étais GitLab Heroes, c'est ça? Ouais, GitLab Heroes. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? C'est les promoteurs de GitLab, les personnes qui parlent de GitLab, c'est les personnes qui animent la communauté. C'est un remerciement de la part de GitLab qui nous disent vous parlez de nous, c'est cool. C'est un programme en fait d'évangélisation, on va dire, de GitLab. Il y a plusieurs choses en fait. Donc le GitLab Heroes, il peut soit faire des talks en conférence, soit comme moi faire des articles, puisque moi tous les mois en fait je déplie la release de GitLab et je l'explique sur ma chaîne YouTube. Ça peut être des articles de blog, ça peut être plein de trucs. Et en fait,
les GitLab Heroes en forment un groupe que d'autres personnes peuvent venir demander si on peut intervenir dans leur conférence, par exemple. C'est totalement bénévole, hein. Moi, j'ai un t-shirt et quelques stickers pour ça, mais c'est aussi la reconnaissance de mon travail, tu vois. Et aussi, le truc qui, moi, me semble le plus intéressant, c'est que quand il y a des gens qui veulent parler de GitLab à un moment précis, ils peuvent aller sur gitlab.com, aller faire une issue auprès d'un projet particulier et aller demander est-ce qu'il y a des GitLab Heroes qui voudraient parler de tel sujet-là. Et après, les GitLab Heroes y répondent ou pas. D'accord. On a un chat interne, on a une mailing list, etc. D'accord. Et pour toi, c'est bien que ce genre de programme puisse exister? Je pense, oui, parce que en fait, GitLab n'a pas non plus les... alors, ils sont bons en marketing, mais c'est pas non plus GitHub, quoi. Ils sont pas connus, etc. Et pour toutes les boîtes, hein, je vois, il y a une autre boîte que je suis un petit peu qui s'appelle Gitpod. Le marketing, il se fait parce que tu présentes les fonctionnalités, parce que tu as des gens qui croient en toi. Et en fait, tu formes des ambassadeurs et des personnes qui vont parler de ton produit parce qu'ils y croient, hein. Nous aussi, je pense que quand on va lancer notre produit, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens qui croient en nous et qui parlent de nous. D'accord. Parce que c'est pas... à titre personnel, tu vois, la publicité, c'est pas trop mon truc, mais des gens qui parlent de mon produit, c'est plus le cas. Donc, je me retrouve un petit peu dans ces trucs-là. D'accord. Ok, bah écoute Christophe, merci beaucoup de ton temps. Donc je rappelle que Realize Note, hein, donc c'est une émission du magazine Programmé. Vous retrouvez les vidéos passées et futures sur notre chaîne YouTube et aussi en podcast, hein, maintenant parce que c'était une demande de pas mal de personnes. Donc vous retrouverez ce numéro et les prochains en podcast. Christophe, grand merci à toi et à très bientôt pour une nouvelle émission.